want Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere. This is for you. Et bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 50 du Fly Podcast Fly. Épisode anniversaire, du coup, hein, on fera un épisode spécial pour l'épisode 100, mais ça sera normalement la saison prochaine si tout va bien. On vient vous parler pour cet épisode 50 d'une défaite, mais une défaite encourageante, point d'interrogation, ça c'est le grand débat qu'on va avoir aujourd'hui. Défaite face aux Chargers 27-24. Et pour m'accompagner comme au premier jour, et comme à chaque épisode depuis 50 épisodes maintenant, Loïc, salut Loïc. Salut Victor. Et Grégory, salut Grégory. Salut Victor, salut Loïc, salut à tous. Grégory qui est en train de manger en même temps, il peut tout faire. C'est-à-dire que pour ne rien vous cacher, entre l'émission le matin et l'émission l'après-midi, les rédactions du matin et de l'après-midi, je me prends un petit moment pour être avec vous et j'en profite pour grignoter un tout petit bout de ce qui traîne pour pas trop grossir. Voilà. Tu peux te permettre, t'es quand même notre plus sportif de nous trois. Hein, donc, Et puis Grégory qui est le garde-fou depuis le début, parce que le seul épisode où il n'avait pas été là avec Victor, on avait pété, on avait fait 1h40. Oui, c'est ça. C'est grâce à Grégory que vous avez des épisodes de 45 minutes, parce que sinon ça part en vrille. Ouais. Bon, messieurs, donc parlons de ce match. Alors, pour le coup, palpitant. On a fini par le perdre. Mais alors, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu un match, vraiment un mano à mano pendant 60 minutes entre les deux équipes. Ça a été vraiment super intéressant. Les Chargers ont ouvert le score. Il y a eu un premier drive 98 yards où finalement, ils s'en sont sortis avec 0 points. Finalement, ils ont ouvert le score. On est revenu. On est même passé devant 10-7. À la mi-temps, on mène 10-7. Et les attaques vont exploser en deuxième mi-temps. Ça part en touchdown et en field goal dans tous les sens. 10-10, 17-16 pour nous, 24-24. Et finalement, dans les dernières secondes, on encaisse un field goal et on perd ce match 27-24. Messieurs, on a vu un beau match offensif. Mais du coup, quand on dit match offensif, ça veut dire que la défense n'a pas forcément été au niveau. Je vais tout de suite aller sur cette stat assez incroyable pour te lancer, Loïc. Entre 1950 et 2020, les Eagles ont eu 6 quarterbacks adverses qui ont complété 80% de leurs passes dans un match. Cette saison, c'est la 5e fois que ça arrive. Donc, Loïc, tout simplement, cette défense, est-ce que c'est juste qu'il n'y a pas de talent? Est-ce qu'elle est mal coachée ou est-ce que c'est les deux? Pour moi, c'est les deux. Il y a un manque de talent, mais elle est surtout très, très mal coachée. Après, moi, pour résumer ce match, je dirais que l'attaque aurait pu le gagner, mais que la défense l'a perdu et a coulé tout le moment. Parce que là, franchement, tu perds sur un dernier field goal à la fin, mais la défense, tu sais pas comment, arrive à quand même à faire deux quatrièmes tentatives stoppées dans les 20 ou 30 derniers yards. Donc, en fait, les Chargers auraient était pas très loin de marquer sur tout leur drive en fait, puisque le punter il était au chômage sur ce match, mais c'est ridicule. En fait, Herbert il s'est baladé. Herbert, il y a une stat aussi qui dit qu'Herbert c'est son premier match en carrière où il n'est pas saqué. Pas de sac et je crois pas de quarterback hit parce que le seul hit qu'on a est nullifié par une pénalité. C'est ça, c'est du cornerback Nelson et il fait une faute sur l'action Donc, du coup, c'est quand même, on le dit à chaque fois, on dit oui dans cette défense. Bon, il y a Slay qui en plus est un peu blessé, mais qui est toujours extraordinaire. Mais on dit toujours la base de cette défense, c'est la ligne. La ligne, on n'a pas vu Hargrave, on n'a pas vu Cox, on n'a pas vu Sweat. Et du coup, 0 sac, 0 hit. Grégory, là, je sais que tu es le positif de cette émission, mais sur la défense, ça va être compliqué d'être positif. Sur un match comme ça, si je devais le faire en mode l'équipe de Greg, je poserais la question simple accident ou mal plus profond pour la défense. Tu vois ce que je veux dire en se demandant est-ce que c'est parce que Hargreaves,
Ça fait beaucoup d'accidents quand même. Non, mais Hargrave, Sweat, Cox, ils ont eu des bons moments, des choses bien. Slay, il est sorti blessé, mais il y a quand même un touchdown. C'est un peu violent de dire qu'il y a un touchdown qui est pour lui. Enfin, il y en a un où il défend mal quand même quand il y a la réception de touchdown. Donc, voilà, il y a 2-3 joueurs pour qui je peux plaider l'accident. Le problème, c'est que quand ces mecs qui sont les gars qui tiennent la défense à bout de bras ne sont pas bons, et ça peut arriver sur 17 matchs d'en rater un ou deux ou d'être un peu moins bien, et ben comme les autres sont soit nuls, soit beaucoup moins bons, et ben tu es en cata. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire quand tu es deux leaders défensifs, en gros, tu as 4 très bons joueurs de défense, 4 joueurs qui pourraient être titulaires dans quelques équipes, dans beaucoup d'équipes NFL. Le reste, non. C'est ça le drame. Le manque de talent, c'est ça. C'est que tu n'as pas beaucoup de joueurs qui pourraient être titulaires ailleurs dans les défenses. Tu en as les 4 vraiment. Donc ça me pose souci. Ensuite, je suis vraiment horrifié par la façon dont cette défense est choquée parce qu'on pouvait reprocher 1000 trucs à Schwartz, notamment les 3e et 12 qui passaient à chaque fois, parce lui ne savait pas manager la secondary. Mais là, il y a non seulement ça manage moyennement la secondary, mais en plus, ça manage très mal la course. Et surtout, moi, ce que je reproche le plus à Gannon, c'est le manque d'agressivité. C'est-à-dire qu'à aucun moment, tu ne blitzes ou quasiment jamais. À aucun moment, tu ne changes vraiment ta défense. Je veux dire, autant en attaque, ils se sont remis en question. On n'a pas gagné, mais il y a des remises en question. Il y a les fameux progrès ou ce que tu veux. Mais il y a des choses qui sont tentées et des choses qui sont travaillées. En défense, même quand tu es dans la possibilité de faire un safety, tu blitzes pas. Bah merde, c'est pas possible. C'est pas possible. Et pourtant, ce match, c'est celui où on blitz le plus, mais en même temps, on blitzait tellement pas que c'est difficile de faire moins. Voilà. Mais quand tu pars de 0, tu peux arriver à 3. Hein. Non, mais le blitz est tellement mal exécuté parce que pour le coup, Schwartz était plutôt bon dans l'exécution des blitz en général. Là, le blitz est mal exécuté. En plus, tu n'as pas les joueurs pour. Donc, moi, je suis désolé, mais cette défense, elle m'inquiète de partout. Cox, il a fait 1 ou 2 bons matchs cette saison, mais globalement, c'est très inquiétant. L'absence de Graham se fait énormément ressentir. McLeod et Harris, on en attendait beaucoup. C'est pas au niveau. Nelson, c'est catastrophique. Globalement, j'en suis au point où, honnêtement, le seul moment où je me suis dit « Ah, ça, c'est bien », c'est que Davion Taylor, chaque semaine, progresse et finalement commence à ressembler à un 3e tour de draft et on commence à se dire que pourquoi pas devenir un bon titulaire dans les années qui viennent. Mais on en est là, quoi. C'est le seul point positif dans cette défense. Là, moi, je vous le dis, à la draft, on a 3 premiers tours, puisque les codes ne font même pas sortir Carson Wentz quand ils ont 35 points d'avance. Donc, on peut considérer maintenant qu'on a 3 premiers tours, sauf accident. Défense. Sauf blessure, quoi. Non, mais là, c'est catastrophique. Loïc, juste, Davion Taylor, c'était bien. C'était bien, mais TJ Edwards, c'était encore mieux aussi. Tu l'as pas cité. On l'avait cité la semaine dernière pour dire que TJ Edwards était notre meilleur linebacker. Ouais, lui, il confirme. C'est vraiment peut-être le seul à sortir et à 1 degré moins de Taylor. Mais TJ Edwards, c'est le seul vraiment qui était au-dessus de la mêlée. Mais après, la défense, tu payes aussi la politique sportive depuis plusieurs années où tu n'as quasiment pas, en dehors de comment il s'appelle, Davion Taylor, tu n'as quasiment pas investi à la draft sur la défense sur les 3 premiers tours. Et ça, au bout d'un moment, tu finis par le payer. Tu peux pas construire que par la draft, des vétérans, machin. À un moment donné, si tu n'as pas des jeunes pour prendre la relève, tu finis par le payer à un moment ou à un autre. Donc là, il a fallu reconstruire le corps de receveurs. Ça a pris plusieurs drafts parce que J.J. Arcega-Whiteside, Reagor, c'est des catastrophes. Donc, tu as investi encore et encore et encore sur une même position. Et du coup, forcément, tu as dû délaisser d'autres positions et tu finis par le payer. Tu as un coach qui est mauvais, qui ne montre pas des signes d'adaptation, de progrès, ni rien, ni de trouver des solutions. Tu as des joueurs aussi, même s'ils ne sont pas mis dans les meilleures conditions, je suis désolé, mais moi, Fletcher Cox, il peut continuer à parler dans la presse autant qu'il veut, mais au final, il n'est même pas capable de gagner des 1 contre 1. Donc, moi, je veux bien qu'il ne soit pas mis dans les meilleures conditions, mais le gars, il est payé 20 millions par an. Et à un moment donné, tu dois être capable de performer malgré ton coach. Non, mais après, en circonstances atténuantes, oui. La blessure de Maddox, la blessure de Slay qui joue 60% Maddox, il est revenu.
Ouais, Maddox, mais il a loupé quelques Ouais, Ouais, snaps. mais il est hein. revenu affaibli. Hein. il avait est du mal à revenu, il courir. était moins en forme. Il y a un moment, tu peux te faire transpercer, mais quand tu as tes deux meilleurs cornerbacks qui sont pas là ou qui sont pas bien, ça n'excuse rien. Hein. Je dis juste que on aurait pu maîtriser peut-être un tout petit peu mieux la fin de match avec eux. À Ouais, 100%. pour illustrer ce que disait Loïc, il y a un tweet de Les Bowen qui a jamais autant tweeté que depuis qu'il est à la retraite, qui disait que sur les 9 dernières drafts, sur les tours 1 et 2, on a sélectionné 4 joueurs défensifs. Je vous les donne. Marcus Smith, Eric Rowe, Derek Barnett et Sidney Jones. Alors, grosse réussite. Hein. Grosse pensée pour Marcus Smith, hein, évidemment. Merci Chip Kelly. Toujours plus intelligent que les autres. Eric Rowe, au final, Eric s'il Rowe, avait il fait joué une carrière. safety. Il fait sa carrière, finalement. Je suis assez d'accord avec ça. Mais, À part non, les Raiders, il n'y a pas pire. non, la draft 2020 des Raiders, on n'en reparle pas parce que ça, c'est. Nous, ils sont pas en prison, c'est déjà ça. Ouais, et sinon, on en parle de celui que j'aimais bien les dernières semaines et qui est redevenu débile. Derek Barnett. Barnett, Oh mon Dieu, ouais, il a encore il pris nous une a fait son pénalité. petit flag, là, c'était Ah, magnifique. Alors que jusque-là, au final, c'était c'était le meilleur des pires. Des Alors moi, linebackers. il y a quand même une action qui m'a fait me rouler par terre. D'ailleurs, ça a été efficace, mais c'est en goal line. Quand à un moment, il veut défendre la course et qu'il voit qu'il est en retard, alors il saute pour mettre son corps devant le running back. Il essaie même pas de plaquer. Hein. Il dit juste, ça va peut-être le ralentir. J'espère que quelqu'un d'autre va plaquer. C'était ridicule. C'était ridicule. Au moins, il essaye. Hein, mais Ah oui, non, mais c'est bien, il essaye. Après, vous l'avez dit, mais j'aimerais bien, voilà, comme tu dis, l'optimiste pour la blague, mais quand même, c'est vrai. Ça fait plaisir quand on stoppe sur la goal line, alors que d'habitude, c'est nous qui nous faisons stopper dessus. Donc, il y a eu en défense ce petit plaisir-là qui fut bref, mais je voulais le souligner quand même parce qu'il y a eu ce petit moment de kiff et on prend tous les moments de kiff possibles. Je suis d'accord, mais là, tu vois, moi, j'étais assez sévère sur Sirianni ces dernières semaines. On va revenir sur l'attaque. Je trouve qu'il s'est remis en cause. Autant là, Gannon, si ça ne change pas, lui, par contre, il va durer 1 an et merci. Hein. Ah, mais ils ne lui feront pas de cadeau hein, parce qu'ils ne vont pas faire siège éjectable pour lui. Hein. Ah, bah, ça va être le fusible. Hein. Ça, en fait, ce qui est dingue, c'est que la défense contre la course, par rapport aux semaines précédentes, hein, j'entends, était plutôt correcte. Et au final, à la fin du match, c'est là-dessus que tu te fais transpercer parce que là, tu te dis s'il fait le field goal de 40-45 yards. Comme on parle du kicker des Chargers, on se disait ouais, ça va taper le poteau, ça va sortir. Mais c'est vrai que c'est un peu cruel que tu te fasses trouer là-dessus alors que tu avais été plutôt décent, notamment sur des stops en goal line et globalement dans le match. Elle fait mal celle-là, mais après, il y a un autre truc, c'est que comme on est moins bon en défense, enfin, ou pas bon même, il faut saluer, comme c'est dans le match, et c'est leur jeu, hein, c'est leur philosophie, le panache des Chargers qui jouent de toute façon en 4-1, 4-2, voire je pense même en 4-3. Limite, ils joueraient en 4-4. Donc, voilà, c'est-à-dire qu'ils sont trop agressifs pour une défense faiblarde comme la nôtre. Ce qui veut dire qu'on aurait pu avoir 1 ou 2 stops supplémentaires qu'on n'a pas eu parce qu'ils sont allés les chercher. Ah, mais punter, c'est un emploi fictif aux Chargers. Mais encore, moi, je trouve que justement, ils ont été plutôt gentils avec nous en tentant ces 4e tentatives à la course parce qu'à la passe, c'était une boucherie. Hein. Herbert. C'est d'accord, mais c'est pour ça qu'on n'a que 7 points d'encaissés à mi-temps. C'est entre guillemets ces 2 4e qui nous sauvent, mais en deuxième mi-temps, on a bien vu que la défense a explosé. Hein. Ça, malheureusement. Bah, là, en plus, je crois que je ne sais plus si c'est le premier ou le deuxième drive de la deuxième mi-temps, là, ce lancer deep de Herbert. Ouais. Sur Williams. Ouais, là, alors là, pour le coup, c'est qui s'apprend, mais alors c'est une passe tellement bien exécutée. Non, mais là, tu n'as rien à faire, en fait. Tu peux rien faire, en fait. Tu peux même pas en vouloir assez. Elle est épaule extérieure, elle est dans la course, elle est juste. Ben, tu peux rien faire. Bah, en fait, il la met au seul endroit où son receveur peut faire le play et il le fait. Donc, c'est ça. Il y a 2 solutions sur cette passe, c'est réception ou drop. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Mais celle-là, elle a fait mal, je pense, un peu dans la tête et après, ils ont déroulé. Hein. C'est ça. Bon, ça, c'était pour la défense. Donc, c'est cata. L'attaque, pour le coup, c'est beaucoup mieux. Jalen Hurts, 11 sur 17, 162 yards, un touchdown, avec certes 1 ou 2 passes manquées. Loïc va s'en charger, mais globalement, une bonne performance.
Au sol, on est toujours aussi bon. Hein, 71 yards pour Howard, 62 yards pour Hurts, 40 yards pour Scott. Ça déroule. Globalement, c'est efficace. Devonta Smith de gala encore, 116 yards et un touchdown. Et un Jalen Reagor qui nous régale. Hein. Une réception, moins 6 yards. Hein, vraiment, il arrive à avoir un impact négatif sur cette équipe. Là où tu penses que ça ne peut pas être pire, il arrive à faire pire. Et bravo. Bravo à Jalen Reagor qui montre à quel point il peut être clutch pour les adversaires. Mais bon, au moins, il est clutch pour quelqu'un. Greg, du coup, comme on est sur le côté positif, je vais commencer par toi. L'attaque va mieux. Non, mais après, j'espère que Loïc aura quand même quelques motifs de satisfaction. Parce que le but, c'est d'être objectif, pas d'être dans nos personnages. Je dis ça parce que je l'attends. Hein. Oui, l'attaque va mieux. Moi, ce que j'aime, c'est la remise en question d'abord de Nick Sirianni. Il était notre cible numéro 1. Je pense que c'était mérité. Et j'aime bien la façon dont il a changé pour le jeu de course depuis 2 matchs. Et j'aime bien en seconde mi-temps, surtout son utilisation de Smith et de Goddard, et j'aimerais bien que ce soit encore plus important et plus actif. J'aime bien qu'il permette à Hurts de se retrouver plus dans une zone de confort. Et j'aime bien son body language sur le bord du terrain, qu'il aille un peu gueuler contre les arbitres, qu'il les bouge. Bon, voilà. Donc, ça c'est la première chose. Sur l'attaque, moi, je suis plutôt content parce que un match, c'est 4 cartons, c'est de la palissade, mais ça peut arriver régulièrement d'en manquer un. En plus, on contrôle le ballon dans ces cas-là, donc c'est pour ça que j'en veux encore plus à la défense, parce que quand tu cours ou que tu fais ce qu'on fait, normalement, tu ne dois pas prendre 27 points vu le temps qu'on utilise à avoir le ballon. Donc, c'est pour ça que ça me gêne. Moi, je suis très content de Jalen Hurts. Je continue à l'être, mais là, j'ai des vraies raisons de l'être et je n'ai pas juste à être dans mon personnage. Bien sûr, il y a cette passe surdosée pour Goddard qui est tout seul. Voilà, ça fait encore partie de l'apprentissage. Elle n'est pas si loin. Elle aurait pu faire mal et nous mettre mieux dans le match. Mais derrière, il y a des drives magnifiques. Il y a une connexion avec Smith qui est vraiment très bien. Il est capable d'être un vrai danger double threat à la course. Il nous a sauvé 2 fois de suite des 3e, ce que n'auraient pas pu faire d'autres quarterbacks. Et puis, j'adore Devonta Smith qui confirme que c'est notre meilleur draft depuis un moment. Le mec a des mains en or. Il arrive à se démarquer souvent. Peut-être doit-il être plus touché. Ça doit être un des axes de travail principaux de Hurts pour moi avec Sirianni, cette connexion-là. Je trouve qu'il est capable de se démarquer de manière incroyable. Et je termine en ayant fait le tour avec des running backs que je trouve très bons. Et on oublie même l'absence de Miles Sanders, ce qui est assez fou. Et un Goddard qui ne fait pas oublier Zach Ertz, mais pas loin. Voilà, j'ai fait le tour complet. Loïc, pourquoi Jalen Hurts est nul et mérite d'être crucifié? Non, mais ce que je disais au tout début, c'est en fait le match, il aurait pu être gagné par l'attaque, mais il aurait fallu que l'attaque soit quasi parfaite. En fait, c'est peut-être trop en demander. Mais moi, je me souviens du début du match, les gens qui disaient mais Sirianni, qu'est-ce qu'il fait? Il fait n'importe quoi. Arrête d'appeler des passes, appelle des courses. Bah ouais, mais moi je suis pas d'accord. Les appels de Sirianni de A à Z, ils ont été quasi tous bons, puisque comme l'a dit Greg, Goddard, il était tout seul sur cette 3e tentative sur le premier drive. S'il chope le ballon, soit il va dans les 5-10 yards adverses, soit il va même carrément dans la end zone, le tracteur que c'est. Donc, après, Sirianni a bien vu que la passe, il y avait quelques moments c'était de manque de précision. Donc, il est revenu à la course. Ça a permis de mettre Hurts en confiance, je pense. Et après, Hurts en deuxième mi-temps, oui, il a fait une très bonne deuxième mi-temps. Il a fait ce qu'il avait à faire. Mais en première mi-temps, il a loupé 2 opportunités. La passe à Goddard et la passe à Smith dans la end zone. Et en fait, la défense est tellement nulle que malheureusement, pour gagner ces matchs, en fait, il faut que Hurts soit quasi parfait. Donc c'est sûr, c'est beaucoup en demander. C'est même trop. Mais non, sinon il a fait un bon match. Après, on a aimé sa précision sur certaines passes longues qu'il avait perdues les 2 dernières semaines. Il n'y a pas vraiment eu de passes longues, c'était plus des passes intermédiaires pour le coup. C'était un peu long quand même, pardon. Ouais, non, mais je suis d'accord, c'est pas 40 yards, mais ça reste des bonnes passes. Moi, je trouve que Hurts, au moins, il y a un truc qu'on pourra jamais lui retirer, c'est sa résilience. C'est-à-dire que ça se passe pas comme il faut, il loupe 1 ou 2 passes qu'il aurait dû compléter, etc. Il retourne au mastic, il gagne ses first down avec ses pieds, il réussit les 3-4 passes qu'il faut réussir. Et
honnêtement, là, pour le coup, moi, j'étais là, ok, tu te bats jusqu'au bout et on ne pourra jamais dire que Hurts ne se bat pas, quoi. Enfin, c'est une vraie mentalité de vainqueur. Et ça, c'est quand même ultra appréciable. Non, puis il ne pour fait moi, pas perdre le match. Autant certains Non, matchs perdus, non. il était principal responsable, c'est sûr. Là, demander un match parfait, c'est sans doute compliqué parce que c'est pas évidemment encore un franchise QB. Mais normalement, avec un match comme ça de ton QB et de ton attaque, tu dois gagner le match. C'est ce que Ah non, disait mais de Luc. toute façon, on a Tu dois dit dès le gagner. début du podcast, hein, c'est la défense qui a perdu ce match. C'est pas l'attaque, hein, il y a un moment, il faut le dire. non, l'attaque aurait pu le gagner, mais t'aurais Oui, dû être quasi parfait, en fait. mais l'attaque ne devrait pas être parfait, parce que les attaques sont rarement parfaites. Sur un match, ça peut arriver, sur une saison, ça n'arrive pas. Et du coup, quand l'attaque n'est pas parfaite, il faut que la défense step up. Et si ta défense prend trop de yards, bah là c'est foutu. Enfin, on prend encore 445 yards, 6,8 yards par play. Enfin, il y a un moment. Herbert, il doit être à 10 yards par pas, je crois. Ouais, et 33 minutes de possession. Donc, à un moment, moi, je suis désolé, mais la défense a besoin d'un capitaine. J'ai envie de dire un capitaine sur le terrain et un capitaine sur le banc. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'a ni l'un ni l'autre. Et ça devient vraiment Et c'est là où on se rend compte à quel point j'adore Cox. Grand respect pour sa carrière. C'est pas un leader. Le leader de cette défense, c'est Brandon Graham. Ouais, je suis d'accord. Et son absence fait très mal parce que le vrai leader de cette défense, c'est Brandon Graham. Ouais, très clairement. Tu veux pas parler de l'attaque, Victor, hein, clairement. Hein. Si. Non, mais j'ai dit Hurts ultra résilient. Hurts, c'est une chose. Smith. Mais Smith et Goddard, moi, c'était sympa quand même. Smith, je pense qu'il a un truc, je l'ai noté pour le podcast demain, je crois qu'il a 537 yards de touchdown. Je pense qu'avec avec un franchise quarterback, il est déjà à 800 yards et 5 touchdowns. Je pense qu'il serait au niveau de Chase, quoi. La séparation qu'il crée sur chaque course. Mais moi, je suis un Devonta Smith boy depuis l'université, donc je découvre pas. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable de créer autant de séparation aussi facilement. Et c'est marrant parce qu'en face, il y a un excellent wide receiver qui a un excellent coureur tracé qui s'appelle Keenan Allen. Et je me disais, c'est pas exactement le même corps. En même temps, personne n'a un corps aussi fin que Devonta Smith, mais c'est un peu le même style de joueur. C'est élégant, c'est beau et c'est efficace, quoi. Donc, non, Smith, c'est un rayon de soleil. C'est un rayon de soleil. Et moi, je vais rajouter une chose. Et je l'ai dit dans la conversation pendant le match. Je pense qu'on est sur le meilleur match de Lane Johnson depuis 2 saisons. Si on a un Lane Johnson de ce niveau-là, s'il revient à ce niveau-là, parce que, je veux dire, au niveau des offensive tackles, on en voit beaucoup qui sont performants à 35, 36, 37 ans. Si sa cheville laisse tranquille, et je suis d'accord que c'est un gros si, mais bon, là, le niveau auquel il était dimanche, c'est le Lane Johnson qu'on a connu. Et si tu as un Malaita et un Johnson de ce niveau-là, déjà, ça l'aide, l'attaque. Dickerson, grosse progression aussi. Puisque tu parles de ça, je voudrais, j'insiste, je pousse, mais comme c'était un reproche très juste de votre part, il a mieux géré sa pocket aussi, notre copain Jalen. Complètement. Ouais, donc, dans l'ensemble, s'il commence à prendre confiance derrière des mecs qui font des bons matchs, tout ça va faire du bien. Ah, mais de toute façon, on demande la même chose depuis des semaines, c'est la progression. Jalen Hurts, il a progressé. Sur ce match-là, c'est évident. S'il arrive à garder ce mindset, parce que du coup, tout va mieux. Le play call lui correspond mieux, la ligne tient mieux, et au niveau des receveurs, il a des cibles. Notamment Goddard qui a l'air libéré par le départ de Hertz et Devonta Smith. Donc, si cette spirale positive lui permet de progresser encore et encore et encore, on peut recommencer à devenir optimiste. Mais là où je pense que Loïc avait raison, il l'avait écrit, mais je voudrais qu'il le dise pour nos auditeurs qui ne sont pas dans la conve ou tout ce qu'on peut faire avec d'autres fans des Eagles, c'est le fait peut-être, Loïc, qu'on aurait dû le prolonger plus tôt, ce bon Dallas. Ah ben non, mais clairement, ils ont fait ça fait 2 ans qu'ils font des conneries avec leur tight end au niveau des gestions de contrat. Et il y a eu des discussions pendant l'intersaison, mais ouais, je sais pas ce qu'ils ont foutu. D'habitude, ils arrivent à prolonger les contrats de joueurs qui veulent prolonger. Là, ils ont attendu, ça va coûter des millions.
il est fort, Grégory, parce que quand il veut faire dire quelque chose de positif à Loïc, il envoie un tacle à oui, et comme ça, il est sûr que Loïc va dire Loïc, si, attends, positif. je sais. Été prolongés non, par mais ils sont très bons. Non, mais parce que c'était une bonne réflexion pour le coup. Mais oui. Et ça montre aussi que c'était une connerie de garder Zach Ertz dans le roster pour la saison, parce qu'en fait, comme je l'ai dit quasiment chaque semaine, il faisait 50-50 les deux, et là, on voit bien que depuis qu'il est tout seul, bah, c'est un des meilleurs tight ends de la ligue. Donc, voilà, il explose complètement. Perdu 6 semaines. Mais vraiment, là, j'ai l'impression que je ne sais pas si Jalen Hurts finira par devenir le quarterback qu'on attend. Mais en tout cas, l'environnement est beaucoup plus positif qu'il pouvait l'être en début de saison. Et du coup, s'il doit progresser, là, je trouve qu'il a plus un environnement qui amène à la progression que ce qu'il pouvait avoir dans les premières semaines. Et il aura forcément moins d'excuses, même de ma part. Après, tu vois, il y a… Et il aura un calendrier un peu plus facile pour performer. Voilà. Il y a deux choses aussi. Tu l'as dit en rigolant, mais moi, ça ne me fait pas rire. C'est Reagor, ça ne me fait vraiment pas rire. Parce que c'était le premier choix de draft de notre podcast quand on l'a commencé. Je sais que… Je vais lui mettre dans la gueule. Hein. Je sais que Loïc l'adorait, le voulait, c'est son chouchou. Mais non, c'est un bust. On est sur un QI football extrêmement faible. Extrêmement faible. Je ne pensais pas que j'arriverais à regretter à Golor. Ou un QI tout court, d'ailleurs, extrêmement faible. Non, mais pour le coup, bien joué, oui, d'avoir écouté les coachs plutôt que les scouts. Non, mais c'est… Moi, bon, personnellement, je voulais ni Jefferson ni Reagor. Jefferson, je me suis tenté, mais Reagor, le truc qu'on disait, c'était à la sortie de TCU, dans une attaque très limitée de TCU, qu'il n'avait pas un arbre des traces assez complet, etc. Et que du coup, c'était un talent brut et qu'il fallait qu'il bosse. La réalité, c'est qu'il ne bosse pas et qu'il est toujours aussi brut que quand il a été drafté. C'est ça le vrai problème, parce que qu'il fasse une première saison moyenne, il sortait de TCU, etc. Honnêtement, moi, j'en avais rien à faire. Je voulais juste qu'il bosse pour être au niveau. Là, et tu vois, les coachs lui font plus confiance. Les coachs lui font plus confiance. Ils lui ont envoyé une screen pour le principe. Ça a fait moins 6 yards. Ils ont dit merci, au revoir. Jalen Reagor est un bust. Enfin, je pense que c'est clair. Après, tant mieux. Hein, ça nous a permis de prendre Smith. Hein. Ouais, mais bon, il a quand même fallu qu'on se plante sur Arcega-Whiteside et sur Reagor pour finalement avoir des bonnes Smith. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça le côté positif. C'est que si on avait pris un Jefferson où on ne serait pas planté sur Gigi, on n'aurait pas eu ce QB générationnel qui est devant T. Smith. Donc tout ça est le karma et le destin pour le Super Bowl de l'an prochain. Receveur, pas QB. Devonta Smith est un QB générationnel. Hein, vous notez. Pardon, receveur. Non, mais c'est vrai que si on avait des Kamet Calf et Justin Jefferson, on serait tellement malheureux. C'est terrible. Non, après, du coup, il faudra poser la question aussi de ce qui va se passer quand Sanders va revenir de blessure. Est-ce que Sanders Moi, tu le fais jouer avec Howard. Tu fais les deux. Howard, il va tout droit. Hein. Sanders, il a tendance à bondir sur l'extérieur et à en faire trop. Est-ce que c'est vraiment Est-ce que va pas falloir réadapter du coup le type de run quand Sanders va arriver Oui, un truc que je comprends pas, c'est que moi j'aime bien le côté comité un léger, un lourd, un peu comme on avait avec le Garrett Blount et J.A.J. Non, mais la base du jeu de course en NFL, il y a 20 ans. Hein. Mais dans ce cas-là, pourquoi le léger, tu n'utilises pas Gainwell? Pourquoi tu utilises Scott? Après, il y a peut-être des très bonnes raisons. Hein. Je ne suis pas dans les meetings d'avant-équipe, je ne suis pas à l'entraînement. Il y a peut-être des raisons super légitimes pour utiliser Scott. C'est juste que personnellement, je ne comprends pas pourquoi tu utilises un joueur dont tu sais qu'il est limité, qui peut avoir des fulgurances, mais qui est limité, plutôt que de dire, comme on est dans une saison où on évalue les joueurs et on regarde ceux qui peuvent progresser et tout, utilise Gainwell et regarde s'il peut progresser, regarde quelle est sa valeur. Il y a forcément un truc, Victor, parce qu'il est parti un peu avec Claude Dubin sur les deux mauvaises rencontres et il a fait partie de ceux qui ont payé. Ouais. Comme Scott a été bon la semaine dernière et Howard aussi, et encore bon cette semaine, je pense que ce n'est pas tout de suite que ça va retourner pour lui. Ouais, depuis son fumble, là, c'est compliqué. Mais bon, donc, je sais pas explication. Encore une fois, je suis assez prudent. J'ai conscience de ne pas être dans les insiders, pas être dans les confs des coachs, etc. Donc, il y a sûrement des raisons très légitimes et je ne vais pas les bâcher là-dessus. Mais oui, c'est triste. C'est triste de voir cette utilisation.
Petit point aussi, Zach McPherson, quand il a fallu remplacer Darius Slay, qui est pourtant pour moi un slot cornerback plutôt pas mal. Hein, donc, ça peut être encourageant aussi. Lui aussi, il faut lui laisser le temps de progresser, mais ça peut être pas mal. Bah, il devrait être titulaire dimanche. Hein. De toute façon, Slay est blessé aux adducteurs. Je ne vois pas comment il va jouer dimanche prochain. Oui, mais du coup, est-ce que tu mets McPherson sur le côté? Bon, je ne sais pas. Bah, tu veux mettre qui d'autre? Avante Maddox. Ah ouais, mais là, en fait, c'est tu as affaibli une position pour. Non, je suis d'accord. Ouais, donc, je sais pas. La moins pire des solutions, c'est de remplacer Slay par McPherson. Sinon, Ouais. tu affaiblis les deux côtés. Eh ben, on attend le gros match de Nelson. En plus, ça tombe bien. La semaine prochaine, on n'affronte pas du tout des mecs forts au poste de receveur. Hein. On affronte vraiment des blaireaux. Hein. Enfin, je veux dire, Courtland Sutton, qui ont Patrick, Jerry et qui ont fait une petite performance ce week-end. Ah, quand même, ils ont les ont humilié éclatés. les Cowboys à Dallas. Alors ça, je pense que personne... De toute façon, cette semaine a été dingue. Moi, je vous dis, c'est la saison NFL que j'aime le plus depuis au moins 10 ans. C'est n'importe quoi. Tout le monde bat tout le monde. Les cartes sont rabattues. Chaque semaine, les favoris prennent des 30-0 à domicile par des mecs qui ont Teddy Bridgewater en quarterback. Enfin, c'est incroyable. Et les Jaguars qui battent 9-6. Les Bills qui ne marquent pas un touchdown avec Josh Allen qui se fait intercepter et saquer dans tous les sens. Franchement. Non, mais il manquait juste la défaite des Dolphins. C'est pas passé loin parce que ça a été un concours de turnover ce match. Oh la vache, j'en ai eu 7 ou 8, je crois. 9, n'importe quoi. Il y a eu 9 pertes de balles. Et les Dolphins, je crois, c'est la première équipe depuis. Les Eagles, je crois qu'ils ont fait 5 turnovers et ils gagnent le match. Enfin, c'est un truc. Non, mais des Jets qui battent les Bengals, ça fait des semaines qu'on n'a que des trucs improbables. C'est vraiment une super saison. Et là-dessus, bon, les Eagles ne sont pas au top, mais ça reste une super saison. Messieurs, je pense qu'on a fait le tour, sauf si vous voulez une petite conclusion, ou sinon, on passe à la preview des Denver Broncos. La preview. La preview aussi pour Greg, et c'est parti. La preview de la semaine 10. Ça va tellement vite, la NFL. C'est terrible. On attend pendant 6 mois, 8 mois même. On a l'impression que ça dure une éternité. Et là, on a cligné d'œil et on est en semaine 10. Ça, c'est quand même terrible. Donc, déplacement en haute altitude pour affronter les Denver Broncos. Les Denver Broncos qui ont une saison, alors pour le coup particulière quand même, parce qu'ils ont commencé par 3 victoires. Puis derrière, ça a été vraiment, ils se sont écroulés, ils ne faisaient plus rien pendant des semaines. Et alors que du coup, on les avait un peu enterrés, ils sont allés humilier ils sont allés humilier les Cowboys à Dallas. Ils avaient perdu Baltimore, Pittsburgh, Las Vegas, Cleveland, donc pas des mauvaises équipes. Hein. Pour le coup, ils n'ont pas. Puis ils avaient battu les Jets, les Giants et les Panthers, je crois de même. Et Jaguars. Giants, Jets et Jaguars. Donc, en gros, 3 victoires logiques, 4 défaites logiques. Et là, la victoire face à Washington, déjà, c'était pas mal. Et puis là, ils ont explosé contre Dallas. Donc, est-ce qu'ils vont faire le grand chelem NFC Est? Puisque là, ils sont à 3 victoires, 0 défaites. Ou est-ce qu'on va être la première équipe qui va les embêter? Donc, quels vont être les match-ups clés, Grégory, pour toi, dans ce match? Denver qui n'a plus Von Miller, mais qui a toujours une attaque faite de playmakers dans tous les sens. Je trouve qu'on joue contre une équipe miroir un peu. Pas forcément dans la façon de jouer, mais au niveau du quarterback, en espérant que ce soit mieux d'une autre à terme. Une équipe qui bat les équipes qu'elle doit battre et qui perd contre les équipes plus fortes. Donc, on est typiquement 2 équipes milieu de tableau, bas de tableau. Leur performance à Dallas les fait basculer du bon côté, contrairement à nous. Si on arrive à maîtriser leurs receveurs, on peut s'en sortir. Le problème, c'est que je ne vois pas comment on va réussir à maîtriser leurs receveurs. Ce qui veut donc dire que malheureusement, j'ai un tout petit peu la crainte d'un 3-7 dimanche soir. La crainte d'un 3-7, Loïc, ça doit te plaire, ça. C'est une musique à tes oreilles. Déjà, c'est le dernier match qui ne sera pas à 19h pour le reste de la saison. Donc déjà, ça, c'est cool. Ah non.
Tiens. Ah bah si, non, le match à Ah bah 22h, non. c'est pourri, ça finit 1h du matin. Là, tu vas Ah te non. coucher, Moi, t'es j'aime bien dans énervé. la 1h du matin. Même si je me lève le matin, Non. j'adore. Moi, je Ah suis non, pas d'accord avec toi après, parce que 19h, j'ai les enfants qui me crient dans les oreilles. C'est ah, difficile de Ouais, suivre moi les aussi, je matchs. suis obligé de regarder Ah, en bouffant. Je me fais ouais. engueuler. Alors que 22h, t'es tranquille, t'as personne qui t'emmerde. Non, 22h, c'est le meilleur horaire. Non. ouais. Mais non, ce match, ça va être compliqué. La défense, bah là, ils ont des coureurs quand même en face. Je sais plus comment il s'appelle, le rookie là, qui a fait un énorme run de 30 yards là. Javante Williams, Ouais. North Carolina. Je Très bon pense que joueur. lui, il risque de nous rouler dessus quand même. Puis ouais, qui va couvrir jeudi, Sutton, Tim Patrick. Ah, ça peut être une boucherie là. Si la ligne défensive est pas capable de mettre la pression, je suis pas spécialement un fan de Bridgewater, mais ouais, si tu mets pas la pression, tu vas te faire défoncer. Surtout que là, t'es en altitude, t'as pas vraiment de rotation. Ils vont vite être cramés les quatre de devant, hein. T'as pas Donc Slay. Ouais, ouais, je pense que t'auras pas cela. Ouais. la vraie question, c'est aussi la forme physique de la ligne offensive Denver, parce que bon, je crois que Garrett Bowles est blessé, Graham Glasnow aussi. Donc, il faut voir un peu qui revient pas. Mais globalement, moi, je trouve que c'est une équipe qui a quand même plus de talent que nous. Enfin, quand on voit donc Garrett Bowles de tackle gauche, Jerry Jeudy, Courtland Sutton, Tim Patrick, Melvin Gordon, Javante Williams, ça c'est rien que pour l'attaque. Même en défense, Shelby Harris, comment il s'appelle, Patrick Surtain, le rookie, qui est très Il est bon. blessé, je crois, lui. Patrick Surtain, il est questionable, Ouais. je crois. Mais Soit bon. Certain, soit Sutton qui est forfait. Je sais plus lequel des deux, hein. Mais en tout cas, il y a beaucoup de talent et ça risque d'être peut-être un peu trop. On a un espoir, messieurs. On a un espoir. Je vous le dis tout de suite. Parce que le cornerback gauche s'appelle Ronald Darby. Et Ronald Darby, quand il passe à côté d'un match, ça peut être un festival. Donc moi, je demande officiellement à Denver de nous mettre, s'il vous plaît, Devonta Smith et Ronald Darby en 1 contre 1 tout le match. Pas d'aide de safety. On la joue à la régulière, à 1 contre 1, et on voit ce qui se passe. Alors, on voit... ce serait formidable, mais évidemment, ils vont pas le faire. Parce que si Oui, des jeunes ils sont pas Français, fous. Hein. enfin jeunes, si des Français imaginent ça, tu penses bien que des gars qui sont payés des milliers ou des millions de dollars vont pas se dire ah ben on va faire plaisir à Victor. Non, c'est clair. Et j'oubliais dans les joueurs de talent, Justin Simmons aussi, le safety. Bon, du coup, c'est l'heure des pronostics. Greg, ton pronostic pour ce match? 31-24 pour les Broncos. Ouh, il annonce une défaite. Loïc. Moi, déjà, sur ce match, je voulais ajouter aussi que je suis curieux de voir l'attaque au sol face à une défense qui n'est pas nulle comme celle des Lions et des Chargers. Donc, voir si tu es capable de continuer d'imposer la course face à une défense qui est d'un autre calibre. Donc, ça va être intéressant à voir. Mais je pense que les Broncos vont gagner 27-17. Ah là, c'est dur, c'est dur. En plus, on essaye de me déconcentrer là. Vous ne le voyez pas, hein. Mais il y a un échange de mignonneries. Il y a Greg qui est en train de faire des papouilles à son chien. Il y a Loïc qui est en train de faire des papouilles à sa fille. Moi, je n'arrive plus à C'est me plutôt ma concentrer. chienne qui fait des papouilles à moi, parce que moi, j'ai rien fait, elle m'a sauté dessus, regarde, c'est elle. Oh. Ouais, mais c'est ça le charisme, hein, tu sais. Les femmes te sautent dessus, qu'est-ce que tu veux, c'est talent, hein, ça. Mais pendant des années, c'était les femmes, maintenant, c'est les petits chiens. Mais oui, non, mais une figure médiatique comme toi, tu fais gagner à Vaïs RTL quand même. T'es un pilier de la radio, faut le dire. Alors, mon pronostic, je vois un 38-31 pour les Broncos. Donc, c'est malheureusement, et on ne s'attendait peut-être pas à ça il y a 3 semaines, mais c'est une des premières fois où on est tous les trois à parier une défaite. Donc, on rejoint un peu. C'est à cause de la défense de cette semaine. Ils auraient maintenu à 19 ou 21 un peu. Je pouvais imaginer une victoire. Mais ils vont nous ouvrir comme Herbert. Voilà, point barre. Non, mais c'est ça. Le problème, c'est que j'arrive plus à croire à cette défense. Et c'est un peu problématique. Est-ce que ta fille a un pronostic, Loïc? Parce que j'entends un peu gémir. Son pronostic, c'est qu'elle va se réveiller comme contre les Chargers au moment du début du 4e quart-temps pour me demander un biberon.
Ah, mais ça, c'est toujours. Ah, mais ça tu y échapperas jamais. Ce qui est génial, c'est que quand tu poses la question, moi, j'explique l'image en même temps. C'est qu'au lieu d'imaginer un pronostic, parce qu'évidemment, sa fille ne donnera jamais de pronostic, elle ne sait même pas que ce sport existe. Hein, et elle connaît 1% des choses de la vie, comme elle est toute récente. Elle a ses body. Elle a ses body que je lui mets les jours de match, de la même couleur que le maillot sur le terrain. Tout est à parier. Vous êtes des vrais psychopathes. Hein. Ah, moi j'en ai un paquet de body aussi. Pour le coup, j'en ai un paquet. Mais pour te dire, Loïc, moi j'étais en train de donner de biberon lors du dernier snap du Super Bowl, tu vois. Donc j'ai même pas pu exploser de joie parce que je suis en train de donner de biberon. Tu vois. Donc comme quoi, c'est toute l'histoire de ma vie. Ça c'est chaud. Bon. Non, mais bon, on verra. Hein. Ça se trouve, on va avoir une bonne surprise. Hein. Mais bon. Ça se trouve. Oui. Et je veux dire, sur un main entendu, ça peut passer. Oublie qu'il n'y a aucune chance. Il faut éviter les régressions, qu'il y ait de la cohérence en attaque, que ça continue et qu'on fasse du mieux possible en défense. Moi, franchement, si on perd, mais que la défense s'est un peu améliorée ou qu'il y a des choses tentées et que l'attaque, Hurts, Sirianni, Smith, Goddard, les coureurs sont à minima au niveau de dimanche, ça sera tout bon. Et ben, on va finir sur cette note positive. Merci Loïc, merci Greg. Oui, merci. Et go les Ravens ce jeudi soir. Hein. Go les Ravens parce qu'ils affrontent Miami. Ah bah oui. Lamar, on a toujours cru en toi. T'es un MVP, mon gars. Allez, Lamar. T'es le meilleur. Et un petit field goal de 70 yards à la dernière seconde pour leur mettre la tête dans le seau. Ah oui, c'est... Tu pour acheter plein de pavé dans la main. Pardon, pas acheter. Pour drafter plein de linebackers. Exactement. T'as tout compris. Bon, bah, merci à tous et on se retrouve du coup la semaine prochaine. Bye bye. Salut. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.